Elle commença à rédiger une série d'essais anonymes pour une revue académique prestigieuse. Elle les appela les Chroniques de l'Invisible. Dans ses textes, elle ne parlait jamais de voyage dans le temps ou de portes magiques. Elle parlait de la responsabilité de l'archiviste, de la dignité du passé et de l'importance de préserver la vérité pour les générations futures. Elle utilisait un ton léger, presque humoristique par moments, pour désamorcer la gravité de ses propos. Elle comparait souvent le tri des archives au tri des souvenirs d'une vie. Il faut savoir ce qui mérite d'être conservé et ce qui doit être laissé à l'oubli pour que l'avenir puisse respirer. Ces essais eurent un succès retentissant. Les intellectuels de Hanoï se demandaient qui était cet auteur mystérieux qui parlait avec tant de profondeur du cœur de la ville. Guyet souriait en lisant les critiques. Elle appliquait la leçon du docteur Locke, être une conteuse sans visage. Un soir, alors qu'elle arrosait son lotus, elle entendit un bruit familier venant de l'entrée. C'était un homme d'un certain âge, vêtu d'une veste de travail modeste. Il semblait un peu perdu. « Bonjour, dit-il avec une voix un peu rauque. Je cherche la petite fille de Madame Ang. Je m'appelle Luang. J'étais gardien autrefois. » Guyet sentit son cœur faire un bond. C'était lui. Ou plutôt, c'était le Luang de son époque, celui qui avait vieilli de 70 ans. Elle s'approcha de lui avec une immense tendresse. « Entrez, monsieur Luang. Je vous attendais depuis très longtemps. » Chapitre 8, la mélodie retrouvée. Monsieur Luang s'assit lourdement sur le banc en bois. Ses mains tremblaient un peu, mais ses yeux gardaient cette étincelle de vigilance qu'elle avait reconnue sous la pluie de 1954. Guyet lui servit un thé au lotus, celui dont l'arôme semblait suspendre le temps. « Je savais que je vous trouverais ici, dit le vieux gardien en regardant le pot de céramique bleue. J'ai passé ma vie à surveiller ce mur, à écouter ces sonneries. Les gens pensaient que j'étais fou. Mais je savais qu'un jour, quelqu'un reviendrait avec la réponse. » Guyet lui raconta sa rencontre avec son lui plus jeune. Monsieur Luang sourit, une expression de paix infinie se propageant sur son visage ridé. « J'étais un bon soldat à l'époque, n'est-ce pas? » Fier de ma moustache. Il sortit de sa poche un petit carnet usé. « Le docteur Locke m'avait chargé de vous remettre ceci quand le moment serait venu. Il contient les fréquences harmoniques de la 8e sonnerie. »« La 8e? » s'étonna Guyet. « Mais il n'y en a que 7. »« La 8e sonnerie n'est pas produite par l'horloge, expliqua Luang. C'est la sonnerie de la conscience. C'est celle qui stabilise le pont. Sans elle, le voyageur finit par s'évaporer dans les archives. » Grâce aux notes de Luang et à l'expertise technique du professeur Han, Guyet comprit que son voyage n'était pas terminé. Elle n'avait pas seulement pour mission d'apprendre, mais de réconcilier. Elle devait organiser une exposition à la Bibliothèque nationale, une exposition qui ne montrerait pas des objets, mais des histoires. Elle appela l'événement le Mur des résonances. Elle utilisa des enregistrements sonores de vieux quartiers de Hanoï, des témoignages de survivants de 1954 et des poèmes écrits par des écoliers d'aujourd'hui. Elle créa un espace où le passé et le présent se parlaient, sans intermédiaire, par le simple pouvoir de l'émotion. Le soir de l'inauguration, la bibliothèque était comble. Étudiants, chercheurs et simples curieux déambulaient entre les colonnes. Au centre de la salle, Guyet avait placé le pot de lotus. La plante était maintenant en pleine floraison. Ses pétales d'un blanc immaculé vibraient doucement, comme s'ils fredonnaient une mélodie inaudible. Parmi la foule, Guyet aperçut une silhouette familière. Un homme avec des lunettes rondes et une blouse de laboratoire, qui semblait admirer une photo de la vieille horloge. Il lui adressa un clin d'œil complice avant de disparaître derrière un rayon de livres. Le docteur Locke? Ou son propre esprit qui lui jouait des tours? Cela n'avait pas d'importance. L'unité était restaurée. Chapitre 9, l'héritage des silences. L'exposition fut un tournant pour la ville. Elle changea la façon dont les gens percevaient leur propre histoire. On ne parlait plus de la porte numéro 7 comme d'une légende urbaine, mais comme d'un symbole de la connexion indestructible entre les époques. Guyet reprit son poste de chef archiviste.
Elle était devenue une figure respectée, une gardienne de la mémoire dont les conseils étaient recherchés par les ministères et les universités. Mais elle restait la même, discrète, attentive, préférant l'odeur du vieux papier au feu de la rampe. Le professeur en prit sa retraite, mais il ne cessa jamais ses expériences. Il construisit un petit observatoire au sommet de la maison de Nguyen, affirmant qu'il pouvait désormais voir les ondes du passé se mêler aux étoiles. Ils restèrent des amis inséparables, liés par le secret du bronze et du lotus. Quant au vieux monsieur Luang, il s'éteignit paisiblement un matin de printemps, juste au moment où la 7e sonnerie de l'horloge résonnait dans la bibliothèque vide. On raconte que ce jour-là, l'horloge s'arrêta pendant exactement 1 minute, comme pour saluer son plus fidèle serviteur. Nguyen finit d'écrire son dernier essai dans son jardin. Le lotus avait produit de nouvelles graines. Elle en mit une dans une enveloppe adressée à une jeune stagiaire de la bibliothèque, une jeune fille nommée mais qui avait les mêmes yeux vifs que la fille du docteur Locke. Elle rangea son stylo, ferma le registre et regarda le soleil se coucher sur le lac de l'Ouest. Elle comprit enfin que le plus grand secret de la 7e sonnerie n'était pas le voyage dans le temps. C'était la découverte que, tant qu'il y aura quelqu'un pour s'en souvenir, rien n'est jamais vraiment perdu. Le silence de la maison était maintenant peuplé de 1000 voix, de 1000 histoires, et d'une paix qui transcendait les siècles. Nguyen sourit, inspira l'air frais de Hanoï, et attendit patiemment le son de la prochaine heure. Car elle savait maintenant que chaque sonnerie était une promesse de renouveau. Chapitre 9 – La course contre l'aube. L'air dans le sous-sol était devenu lourd, saturé d'une tension que même les murs de béton ne pouvaient plus contenir. Nguyen, Min et le professeur en travaillaient dans une urgence silencieuse, leurs gestes dictés par la nécessité absolue de réussir avant l'inspection de la directrice. Le nouveau résonateur, baptisé les veilleurs, brillait d'une lueur cuivrée sous la lumière crue des lampes de poche. Min avait réussi à stabiliser la structure de la chambre cachée, utilisant des étais de fortune pour renforcer les briques qui vibraient déjà au rythme de l'horloge lointaine. Soudain, le bruit sec de talons sur le carrelage du couloir supérieur retentit. La directrice était déjà là, bien plus tôt que prévu. Sa voix, autoritaire et teintée de soupçon, résonna dans l'escalier, demandant à voir les rapports de sécurité du sous-sol. Nguyen fit signe à ses compagnons de s'éteindre et de se cacher dans l'ombre de la chambre de résonance. Elle monta rapidement les quelques marches pour intercepter la directrice à l'entrée de la zone d'archives spéciale. La directrice, une femme d'une 50aine d'années au regard d'acier, fronça les sourcils en voyant Nguyen. Elle demanda ce que Nguyen faisait ici à une heure aussi tardive. Nguyen, retrouvant son calme d'archiviste, répondit qu'elle avait découvert une anomalie dans le système de classification des manuscrits de 1948 et qu'elle voulait s'assurer que tout était en ordre avant l'inspection. La directrice la scruta longuement, puis, d'un geste sec, ordonna à Nguyen de sortir et de lui remettre les clés. C'était l'instant critique. Si Nguyen partait maintenant, le projet s'effondrait. À cet instant précis, un vrombissement fit trembler le sol sous leurs pieds. La directrice sursauta, cherchant l'origine du bruit. Nguyen comprit que le résonateur s'était activé prématurément. Elle improvisa immédiatement, prétextant que les vieux ventilateurs du système d'aération étaient en train de lâcher et qu'il valait mieux ne pas entrer sans masque. La directrice, visiblement irritée par le bruit mais prudente, accepta de reporter l'inspection d'1 heure, le temps que Nguyen fasse intervenir la maintenance. Dès qu'elle eut tourné le dos, Nguyen se précipita à nouveau dans les profondeurs du sous-sol. Chapitre 10 – Le passage des gardiens. Il restait exactement 10 minutes avant 19 heures. Le professeur en transpirait à grosses gouttes, ajustant les derniers cadrans de l'éveilleur. Min tenait le registre ouvert, lisant à haute voix les dernières instructions de CM. Pour synchroniser leur cœur avec la machine. Ils se placèrent en demi-cercle devant le mur. Le béton ne vibrait plus, il semblait respirer, s'étirant et se contractant comme un tissu vivant. La première sonnerie retentit. Le résonateur émit un sifflement aigu qui se transforma rapidement en une mélodie harmonique. 2, 3. La lumière dans la pièce commença à tourbillonner, créant un vortex de poussière d'or. 4, 5.
Ngüyet sentit une présence à ses côtés, une chaleur familière. Elle ne regarda pas, mais elle savait que Ngüyet Xuan était là, dans une autre dimension, faisant le même geste au même instant. 6. À la 7e sonnerie, le mur ne devint pas transparent, il disparut complètement. À sa place s'ouvrit un tunnel de lumière pure, un pont jeté entre 2 siècles. De l'autre côté, le docteur Locke attendait, le badge en lotus brillant dans sa main tendue. Mais il n'était pas seul. Derrière lui, la ville de Hanoï de 1954 était en pleine effervescence, une mosaïque de couleurs, de sons et d'espoir. Le docteur Locke appela Ngüyet d'une voix qui semblait venir de partout à la fois. Il lui dit que le moment de l'unité était enfin arrivé et que la mémoire du pays devait être scellée par celle qu'il avait protégée dans le futur. Ngüyet s'avança vers le seuil, sentant la bise fraîche de 1954 sur son visage. Elle prit le badge que le docteur lui tendait. Dès que le métal toucha sa paume, une vague de connaissances et d'images l'envahit, les siècles passés, les guerres surmontées et la force d'un peuple qui n'oubliait jamais ses racines. Elle ne traversa pas complètement le tunnel. Elle savait que sa place était dans le présent, pour être le pont. Elle replaça le badge dans la serrure invisible de leur côté du mur. Un déclic définitif résonna dans tout le bâtiment. Le mur se reforma instantanément, mais ce n'était plus du béton gris. C'était maintenant une magnifique porte en bois de santal ornée de sculptures de lotus, visible par tous. Le secret était devenu une partie intégrante de la réalité. Lorsque la directrice revint 1 heure plus tard, elle ne trouva pas de ventilateur cassé. Elle trouva Ngüyet, Min et le professeur en debout devant la porte numéro 7, qui était désormais l'entrée officielle d'une nouvelle aile de la bibliothèque, la galerie de la mémoire éternelle. Le registre fut placé dans une vitrine centrale, ouvert à la page où Ngüyet Xuan et Ngüyet étaient enfin réunis par le texte. Ngüyet sourit, sachant que le silence qu'elle émettait était désormais peuplé des voix de l'histoire, et que son propre voyage, bien que terminé pour l'instant, resterait gravé dans chaque fibre du vieux papier qu'elle continuerait de chérir. Chapitre 7 – Le paradoxe du lotus. L'atterrissage fut brutal, une collision entre 2 époques qui laissa Ngüyet le souffle coupé. Elle ne tomba pas sur le sol lisse et froid du sous-sol de 2024, mais fut projetée violemment contre une pile de caisses en bois vermoulu qui n'était pas là quelques minutes auparavant. La lumière bleue du résonateur de Han clignota une dernière fois, telle une étoile mourante, avant de s'éteindre dans un craquement électrique définitif qui laissa place à une obscurité presque totale. Le silence qui suivit était lourd, épais de poussière, seulement troublé par la respiration saccadée et sifflante de la jeune femme. Ngüyet ? Ngüyet, répondez-moi. La voix de Han, transie de panique, s'élevait du milieu de la pièce. Il tenait une lampe torche dont le faisceau nerveux balayait la poussière en suspension, créant des ombres dansantes sur les rayonnages. Ngüyet se releva péniblement, sentant une vive douleur irradier de son épaule gauche, mais sa main droite restait farouchement crispée sur l'objet qu'elle avait ramené du passé. « Je suis là, professeur, murmura-t-elle d'une voix enrouée. J'ai réussi. L'unité est ici. On se précipita vers elle, ses souliers grinçant sur le sol. Il l'aida à s'asseoir sur une vieille chaise de bureau et dirigea immédiatement la lumière vers sa main. Dans la paume de Ngüyet, le badge en lotus ne brillait plus, mais il émettait une chaleur résiduelle, une pulsation tiède qui semblait répondre au battement de son propre cœur. Ce n'était plus une simple relique oubliée, c'était une pièce d'ingénierie vibrante d'histoire et de possibilités. On le prit avec des mains tremblantes, comme s'il tenait un nouveau-né. C'est l'unité originale, souffla-t-il. Regarde cette patine, ce poids. C'est proprement incroyable. Nous avons ramené un morceau de 1954 dans le présent. Mais l'expression du professeur changea soudainement, passant de l'émerveillement à la stupeur lorsqu'il balaya le mur du regard. Ngüyet, regarde. Regarde le mur. Le mur de béton gris, autrefois parfaitement muré et lisse, était désormais couvert de symboles gravés profondément dans la pierre, comme si le temps lui-même avait servi de burin. Ce n'étaient pas des graffitis, mais des instructions méthodiques, des coordonnées temporelles complexes et des avertissements écrits en un mélange de vieux français